Le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. Le colon, pour trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. Pourquoi Frantz Fanon n'est-il pas reconnu à sa juste valeur en France ? Penseur majeur de la décolonisation, Fanon a marqué l'histoire par ses analyses incisives sur le racisme, l'aliénation et la violence coloniale. Pourtant, en France, son héritage semble relégué aux marges. Est-ce parce que son œuvre dérange ? Notamment parce qu'elle met à nu les mécanismes d'oppression qui ont structuré l'histoire coloniale française. Son engagement révolutionnaire, son ancrage dans la lutte anticoloniale en Algérie, son appel à la révolte des peuples dominés ne cadrent pas avec une lecture aseptisée du passé colonial. La France, encore hantée par ses fantômes impériaux, peine à intégrer une pensée qui l'oblige à se confronter à ses propres responsabilités, à sa propre inhumanité. Peut-être aussi parce que Fanon ne se contente pas d'un regard analytique. Il appelle à la révolte. Une pensée qui bouscule, qui invite à renverser l'ordre établi, effraie toujours ceux qui s'accrochent à leurs privilèges. Cependant, des artistes s'emploient à le faire connaître à un plus large public. Un film et une bande dessinée lui ont été récemment consacrés, cherchant à rendre son combat et sa pensée accessibles à une nouvelle génération. À travers ses œuvres, Fanon retrouve une voix et son message continue de résonner en dépit du silence persistant des institutions françaises. Pour en parler, je reçois Jean-Claude Barny, réalisateur du film Fanon, actuellement en salle, Frédéric Sirier et Romain Lamy, auteurs d'une bande dessinée intitulée Frantz Fanon, publiée aux éditions La Découverte. Bonjour Jean-Claude Barny. Bonjour. Vous êtes réalisateur et vous venez actuellement de réaliser un film qui est au cinéma sur Frantz Fanon. Avec moi également Frédéric Sirier, bonjour, Bonjour. Et Romain Lamy. Bonjour. Et vous êtes auteur de la bande dessinée qu'on a ici sur la table, sur Frantz Fanon, aux éditions La Découverte. Alors la première question que j'ai envie de vous poser un peu à tous les trois, c'est est-ce que c'est difficile de travailler sur Frantz Fanon ? Est-ce que c'est difficile de retranscrire sa pensée ? Une société qui accule ses membres à des solutions de désespoir, à la violence, est une société non viable. C'est une société à remplacer. Le devoir du citoyen, le vôtre, le mien, est de le dire. Le peuple colonisé est présenté comme un peuple arrêté dans son évolution, incapable de gérer ses propres affaires, sans histoire. Le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Le colon, pour trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. Et la première chose que l'indigène apprend à faire, c'est à rester à sa place. C'est difficile parce qu'il y a vraiment plusieurs Fanons. Il y a des périodes Fanon parce que son œuvre est complexe, parce qu'il est aussi sur une sorte de double registre, un moment humaniste, un moment plus idéologique, voire propagandiste. Voilà, donc c'est un auteur qu'il faut apprivoiser. Hein. Donc l'enjeu pour nous, c'était de proposer en quelque sorte une bande dessinée vivante, accessible, pour faire connaître Fanon et surtout le désigner dans sa réalité de médecin psychiatre, ce qui est également un obstacle supplémentaire pour comprendre la logique de Fanon, ce que Jean-Claude aborde directement dans son film. Oui, c'est ça, je vais me tourner vers vous, Jean-Claude. Vous avez fait, donc, comme je l'ai dit, le film Fanon, et donc vous vous intéressez particulièrement au passage de la vie de Fanon quand il est médecin psychiatre à l'hôpital de Blida en Algérie. Pourquoi avoir décidé de centrer votre film là-dessus, sur cet épisode de sa vie ? Pour toutes les raisons qui ont été citées, parce que c'est difficile. C'est un homme qui est plein de nuances, qui est plein de triple double vie. C'est aussi quelqu'un qui est assez complet. Et aussi, je me suis positionné comme un cinéaste. Et pour moi, montrer Fanon à Blida, c'est aussi prendre la partie la plus intéressante, à mon sens, de sa vie, dans laquelle il s'est complètement retrouvé. Il va vers son destin. Arrivé à Blida, c'était une époque coloniale où la France est en Algérie, absolument. Et c'est là, je pense que tout son bagage dans lequel il est ancré, il a déjà écrit pour Noir Masque Blanc quand il arrive là-bas. C'est aussi quelqu'un qui a aussi connu arrière-grand-père, petit-fils esclave. C'est aussi l'époque post-coloniale de la Martinique. Donc, il vient chargé de beaucoup de choses.
Et donc, ce qu'il voit là-bas, c'est aussi un miroir de ce que lui a vécu en Martinique et ce qu'il a reçu comme claque raciale pendant son engagement dans l'armée de libération. Et c'est difficile, je répète encore, parce que évidemment, il faut faire des choix dans le cinéma, comme pour vous. Et moi, j'avais envie de faire vraiment un vrai film, à la fois plein de rebondissements. Et je trouvais que cette époque-là, même si évidemment c'était une époque tristement historique, il y avait de la matière pour nous, quoi. Et alors moi, ce qui m'a marqué dans votre film, c'est que vous avez pris le temps de reconstituer. On voit donc ces passages, je vais pas tout dévoiler du film, mais on voit Frantz Fanon qui rentre c'est comme s'il rentrait dans le cerveau des patients et vous avez reconstitué ces scènes de trauma. Pourquoi ? En fait, c'est toujours des défis. Alors, je dis, c'est alors, je vais peut-être revenir un peu là-dessus, c'est que quand vous rentrez dans la psyché, il y a beaucoup de films sur nous dans le cinéma où on parle beaucoup de la psychiatrie. On va parler de Birdie, on va parler de Vol au Ciel Coucou, on va parler de plusieurs films qui sont des films emblématiques sur la psychiatrie. Mais je me suis toujours un peu dit, ça reste quand même des films factuels. Il n'y a pas réellement de prise de conscience du cerveau, de l'entrisme que peut avoir la folie. Et je me dis, bon, si on fait ce Fanon-là, il faut à la fois essayer de trouver une matière en termes d'image pour donner au spectateur ce que vit dans les traumas, comment on les met en perspective. Et du coup, on a imaginé ce monde un peu parallèle où tout d'un coup, Fanon, par son hypnose, par sa façon aussi de consultation, arrive à comprendre ce que, en exemple, Serge Roland ou le petit qui pousse son ami, on essaie de comprendre quelque chose avec une matière cinématographique. Et justement, vous l'avez dit, tous les trois, la vie de Fanon est extrêmement riche et courte. Et pourquoi vous n'avez pas décidé de faire un film classique qui retrace un peu son parcours de vie ? Parce que l'épisode, si vous voulez, en Martinique, l'épisode de Fanon qui s'engage pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'armée française, où il découvre vraiment ce qu'est le racisme contre les Nord-Africains, le racisme aussi contre les Noirs quand il arrive en France. Pourquoi tout ça, vous avez décidé de ne pas forcément l'aborder dans le film ? Parce que je crois que la richesse de Fanon, c'est aussi d'avoir aussi vachement expertisé l'époque coloniale. Je pense que c'est là où ces écrits ont une force. Et moi, je voulais absolument déconstruire, en tout cas, le racisme, comprendre où il naît, où il se niche et comment il arrive en termes d'aliénation. Et il y avait tellement à faire, tellement à dire qu'on s'est concentré sur une période bien donnée. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Romain Lamy et Frédéric Serrier. Vous, dans votre bande dessinée, l'histoire commence avec la fameuse rencontre de Frantz Fanon et Jean-Paul Sartre. Pourquoi avoir décidé d'ouvrir votre bande dessinée là-dessus ? Est-ce que c'est pas, moi je me suis dit, c'est aussi quand même un moyen de poser Frantz Fanon au moins au niveau d'un Jean-Paul Sartre en France, où beaucoup de gens ne connaissent pas Frantz Fanon. Voir dans votre bande dessinée un Jean-Paul Sartre en admiration devant ce personnage permet de le poser... Alors, ce qui est une réalité, c'est une rencontre explosive, bouleversante, à mains égards, extrêmement complexe aussi. Il faut savoir tout de même que Fanon admire Sartre. Fanon admire Sartre, notamment son théâtre. Oui. Donc ce sont deux hommes cabossés qui se rencontrent en août 61. Fanon évidemment, sa leucémie. Il est malade, oui, bien sûr. Il est malade. Il a un tout petit moment de rémission. On a eu la chance avec Romain de beaucoup fréquenter Marie-Jeanne Manuelan, qui a tapé les damnés de la Terre, et qui était dans le bureau au petit matin, quand Fanon a pris l'avion, il lui a dit « Je pars à Rome », il était comme un gamin, je vais voir Sartre. Voilà. Donc il a des amis proches, des compagnons de route qui sont morts. Aban Ramdan, qui a été assassiné. Révolutionnaire algérien. Bien sûr. Moumier, qui a été tué par les services secrets français, qui a été empoisonné. Voilà. Sartre, il a perdu Camus. Il lui rend hommage. Merleau-Ponty est mort. Nizan est mort. Il est alcoolique. Il se drogue. Il prend de Coridrane. C'est la drogue des intellectuels de l'époque. C'est des amphétamines, en fait. Et Simone de Beauvoir l'observe beaucoup. Vous voyez ? Donc c'est une rencontre explosive où ils vont pouvoir un petit peu, le blanc intellectuel bourgeois, mais qui s'engage, on peut dire ce qu'on veut sur Sartre, il était courageux, il s'engage, et Fanon, qui lui a envie de le tirer du côté de l'expérience révolutionnaire, ce à quoi ne peut pas accéder Sartre. Voilà. Surtout, un élément qui est assez fascinant et qui est déterminant dans la vie de Fanon, c'est un homme qui ne s'économise pas. Et ça, c'est remarquable. Voilà. Alors, Simone de Beauvoir, elle rattrape Jean-Paul, elle lui dit « Écoute, tu vas aller un peu te coucher parce que l'autre Toto, là, il est très, très bavard. » C'est un trait de sa personnalité. C'est un homme illimité, si vous voulez. C'est un homme torche, d'une certaine manière. Voilà. Alors, cette absence d'économie personnelle le rapprocherait de bataille. Il a un côté bataillant, si vous voulez. Une part sacrificielle, comme ça, à aller au bout d'une logique. Il y a un texte du Huixot qui est très pratique dans la mise en scène de la bande dessinée. Parce qu'il nous fallait, à un endroit, un moment donné, ça
s'assoit quelque part sur une table et qu'il parle, quoi. Et c'est très difficile à mettre en scène dans une bande dessinée qui est plutôt dédiée à l'action, à un enchaînement comme ça de scènes. Là, cette structure, ce squelette du rendez-vous à Rome durant 3 jours avec Simone de Beauvoir, Lanzmann et Sartre, qui sont de superbes interlocuteurs, ça nous permettait, voilà, de laisser aussi le personnage parler tranquillement. Hors d'une... Voilà, pour qu'il s'explique, mais il y a aussi de manière très très concrète une demande, à savoir la validation de la demande de la rédaction d'une préface, ce qui va devenir la préface des damnés de la Terre. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à faire une bande dessinée sur Frantz Fanon? Est-ce que vous le connaissiez déjà, Frantz Fanon? Pourquoi avoir choisi ce format-là? Alors, le format, c'était une proposition de La Découverte. Fanon, en fait, est publié aujourd'hui à La Découverte, qui a repris ce qu'on appelle le fonds de François Maspero. Donc, c'est l'éditeur l'éditeur de Frantz Oui, Fanon. voilà. Donc, Fanon est là. Et l'idée, c'était de proposer quelque chose de très, très contemporain, qui puisse un peu parler aussi aux jeunes. Voilà. Mais c'était évidemment très, très difficile. Et à titre personnel, je ne savais pas à quoi on allait s'engager. Et on l'a senti passer. Ça n'a pas été facile. Voilà. Mais pour la question de La Découverte avec Fanon, c'est une question assez fascinante, parce que finalement, on a tous, d'une certaine manière, notre scène primitive. Avec Fanon, la mienne, j'avais quand même une petite trentaine, je ne sais plus quel âge j'avais exactement, mais une jeune femme qui bossait avec moi à l'époque, Rabera, était malgache, et c'est le moment où La Découverte avait publié les œuvres complètes de Fanon, les avait rassemblées, et j'ai vu Rabera, je la revois dans un grand moment d'émotion, au moment où elle a vu le livre, et j'ai compris que quelque chose se jouait pour elle, qui était Racisé. mais elle était très 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 émue en fait. Voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement important pour elle. Voilà. Moi, c'était en fac d'histoire. J'avais juste lu Peau noire, masque blanc, et en effet, 21 ans, quelque chose comme ça. Et c'était l'angle psychiatrique qui m'avait. Ouais, c'est comme ça que Fanon m'avait été présenté. C'était comme un peu celui qui avait abordé justement la colonisation par un angle psychiatrique. Et c'était ça quand du coup Rémi Toulouse de La Découverte m'avait appelé pour me proposer de travailler sur Fanon, c'était ça qui m'avait enthousiasmé principalement, plus que la figure de Fanon en soi. Et après, bien sûr, j'ai pris Fanon un peu plus en profondeur, notamment avec la biographie de David Messé. Qui est formidable. Ouais, qui est super, que j'avais trouvé vraiment... Et alors vous, Jean-Claude Barny, vous êtes antillais. Ouais. Alors quel rapport vous entretenez à Frantz Fanon? Il y a une certaine légitimité de par, évidemment, mes origines antillaises. Et moi, Fanon, j'ai découvert en banlieue parisienne, à l'âge de 16 ans. C'est pour moi une vraie découverte aussi, mais aussi une sorte de bing-bang intérieur, parce que dans ces années-là, quand tu arrives dans une banlieue parisienne et tu viens des Antilles, il y a forcément un mot qu'on appelle la fracture. De bouleversement. Et à un moment, tu sais pas trop si le grand écart, tu vas l'assumer. Et puis, forcément, tu es tiraillé par une violence intérieure. Et puis, quand je rentre dans cette bibliothèque Robert Desnos, tu vois, il y a des choses comme ça qui te marquent à jamais. Et moi, c'est un trauma sur lequel je me suis vraiment appuyé pour devenir ce que je suis devenu. Quand je rentre dans cette bibliothèque, il y a tout un pan de livres sur le leadership, sur les leaders de ce qu'on appelle les icônes de révolution. Ça, c'était une banlieue communiste à l'époque, qui était dirigée par Robert Mondargent. Et tu vois, c'est vraiment ces époques-là où tout d'un coup, il y a une certaine prise de conscience, mais globale, pas que pour les afrodescendants ou pour... C'est le citoyen qu'on essaie de reconscientiser. Et Gabriel, qui était, je sais pas si c'était en fac d'histoire, mais en tout cas, c'était un jeune étudiant qui me met dans les mains Peau noire, masque blanc, et puis il me dit assez fièrement, vas-y doucement, c'est compliqué à lire, mais je suis là si t'as besoin. Moi, j'ai 16 ans. Je prends ce bouquin, je rentre chez moi, je dis tiens, Peau noire, masque blanc, je vois déjà qu'il y a des choses un peu caricaturales dedans, en projection. Et puis quand je le lis, mais je me retrouve totalement dedans. Et je l'avale comme si c'était un peu de moi-même. Et tu vois, et c'est là qu'est important, je vois vraiment que parfois, des livres appartiennent à des générations, mais appartiennent aussi à des gens racisés, comme tu dis, parce que ça permet de désamorcer une violence intérieure et d'incompréhension. Et je te promets que quand j'ai ça, je me vois totalement dans tout ce qu'il raconte. Et tous les rapports que j'ai avec mes alter-ego, j'arrive à me retrouver schématiquement. Et puis, ce livre me permet aussi de réfléchir sur moi, et vraiment, dans toutes les années de 16 ans jusqu'à 20 ans, c'est un livre qui m'accompagne, mais dans chaque journée de ma vie. Chaque journée, je prends des références dans le livre pour me comporter de telle ou telle façon, d'essayer de comprendre que là, je vais pas répondre parce qu'il faut pas, parce que là, lui-même, il est dans une situation qui le préoccupe, et voilà. Et je m'amuse comme ça. Et puis quand je comprends que je vais devenir cinéaste, je me dis que le premier personnage, le premier long métrage, je vais rendre hommage à Fanon,
Et d'une façon presque intuitivement, je prenais un silex. Mais c'est après que j'avais compris que Césaire appelait Fanon le guerrier silex. Et c'est moi laminaire, c'est très intéressant. On pourra en parler de ça. Tu vois, et c'est là que je comprends, voilà, il va faire partie de ma vie. C'est à ce moment-là que je sais Début que des années 80. Voilà, c'est à ce moment-là que je comprends que ce monsieur va faire partie de mon cinéma et de ma vie. Je t'énonce Fanon, le guerrier silex. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, en 1962, dans Présence africaine, Césaire rend hommage à Fanon. Mais il l'appelle le paladin de la liberté. C'est très, très ambigu. C'est le chevalier errant. Et à la fois. Qui a un peu raté la maison Martinique, qui s'est barré, qui s'est planté. Le paladin de la liberté. Bah après, on sait que voilà, Frantz Fanon vouait voilà, une grande admiration pour Aimé Césaire, mais il avait quand même des réticences par rapport au fait que, notamment, Aimé Césaire s'était prononcé contre l'indépendance de la Martinique. Absolument. C'était un des grands sujets sur lesquels les deux n'étaient pas d'accord. Je voulais juste préciser que 20 ans après, dans Moi laminaire, le guerrier silex, il en fait non plus une sorte de semi-loser politique. Il en fait son frère en poésie. Et ça, c'est très, très intéressant. Ils se rejoignent sur ce terrain. Voilà, ouais, sur la littérature, absolument. Absolument. Et ça, on le repère assez peu. Il y a 20 ans d'écart entre les deux, et je suis heureux de t'entendre citer ce poème qui est juste extraordinaire. Alors effectivement, 1946, départementalisation de la Martinique, ce que ne lui a jamais vraiment pardonné Fanon. Césaire. Ouais. Dans votre livre, et aussi vous, Jean-Claude, à travers votre film, comme ça se passe à Blida, donc on l'a dit, donc l'hôpital en Algérie française, et vous aussi dans votre BD, vous abordez un thème qui, pour moi, est important, c'est l'école d'Alger. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que c'est l'école d'Alger et comment Fanon va réussir à lutter contre ça? Alors, Jean-Claude désigne et fait citer directement dans son film Antoine Porot, qui est le patron, en gros, de la psychiatrie coloniale, et qui, théorise. Et le maître pensée. Ouais, voilà, ce qu'on appelle le primitivisme, voilà. À savoir l'infériorité d'origine. Du colonisé, il le voit comme un être inférieur, un voleur, un assassin, un feignant. Il faut en tirer des conclusions absolument racistes et racialistes. C'est que, si vous voulez, le médecin blanc est le propriétaire d'un indigène qui est incapable et qui a de l'encéphale en moins. Vous voyez ? Donc c'est une manière, si on pense à l'inverse, d'exaucer la capacité géniale et la tendresse du grand médecin colon blanc. Il faut voir ça dans les deux sens. C'est absolument terrible. C'est devenu le patron après de la psychiatrie à Alger, à l'hôpital Mustapha, voilà, où Fanon avait fort mauvaise réputation, ce qui est dit dans le film Période Blida. Oui, oui. Quand on construit en tout cas une œuvre cinématographique, on essaye aussi de sourcer tout ce qu'on va y mettre. Et mais il y a aussi une sorte de vécu qui fait qu'à un moment, il y a des choses que vous mettez dans la bouche de vos personnages. Dites-moi, libérer les patients, c'est une idée à vous ? Je n'enchaîne pas les patients. C'est pour leur propre sécurité. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains ? Eh bien, dans mon service, ils auront le même traitement que les patients européens. Les mêmes droits. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Les Nord-Africains sont plus violents, plus primitifs, absence de lobe préfrontal. Porot, notre maître à tous, c'est lui qui a fondé cet hôpital, il sait de quoi il parle. Ce sont des hommes comme vous et moi. C'est vous qui avez choisi l'Algérie pour votre premier poste ? Vous pensez que j'aurais été plus légitime à soigner mes congénères entiers ? Je vous préviens, Fanon. Au moindre incident, je vous tiendrai personnellement responsable. Ça tombe bien, monsieur Darmin. Je n'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités. La discrimination, en tout cas, la désignation de ceux qu'on appelait les indigènes, était d'abord une désignation scientifique. C'était d'abord détruire, en tout cas, l'humanité chez l'autre, en l'expliquant que c'était un animal qui n'était pas du tout dans l'ordre de l'humain et qu'on avait le tout droit de le regarder avec cette influence. Une surdétermination raciste de la politique scientifique. Et surtout le déclasser socialement. Quoi. Absolument. Et en tirer des conclusions. Ouais. C'est que par conclusion, l'indigène qui comprend rien, il va devenir insidieusement criminel. Exactement. Etc. Ou prédateur. Ou prédateur et tout ça. Ouais. Et on va défaire la pelote de tous les mots qu'on peut imputer. Moi, j'aime bien ce mot prédateur pour une chose, c'est parce que le prédateur, il a qu'une envie, c'est de vous retirer de votre richesse. Et ce qu'on voit encore aujourd'hui, quoi. C'est que quand on dit l'envahissement, on est débordé, c'est que quelque part, il y a quelqu'un qui a envie de vous prendre votre propre richesse. Quand vous, au point de départ, c'est vous qui partez, lui enlever
le moyen de se développer, quoi. Et c'est tout ça qui est un peu insidieux dans l'époque coloniale, et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, il y a un non-sens, c'est qu'en fait, quand on a retiré la possibilité à des continents, à des populations de pouvoir s'élever, de se nourrir de sa propre richesse, et aujourd'hui, il y a une sorte de déflagration naturelle qui fait que un rééquilibrage est nécessaire, quoi. Alors, la théorisation psychiatrique sur cette question de l'école d'Alger, elle est aussi très intéressante de manière pratique. Par exemple, à Alger, on pratique la lobotomie. Oui. Et Fanon, qui a été formé, alors j'espère qu'on pourra parler de ça, voilà, sa formation est extraordinaire. Évidemment, d'un point de vue théorique, pour eux, c'est pas possible. Parce qu'on considère que le sujet, le patient, la personne malade, est précisément capable de se ressourcer, de se restructurer à partir d'un travail sur son psychisme. Voilà. Donc il y a aussi un aboutissement logique et concret de la théorie et des pratiques médicales. Justement, vous parlez de Tosquelles, je voulais revenir avec vous sur justement comment Frantz Fanon va réussir à mettre à mal toute cette théorie de l'école d'Alger et va révolutionner la psychiatrie, notamment la psychiatrie coloniale. En fait, je pense que c'est aussi, comme tu as dit très bien, c'est qu'ils viennent d'une nouvelle dogme qui est celle de l'école de Tosquelles. Et quand il arrive à Blida, il est nourri de quelque chose d'un vrai nouveau. C'est une nouvelle méthode, c'est quelque chose d'assez... Justement, sur les méthodes, vous le montrez bien dans votre film. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont ces méthodes ? La première méthode, c'est d'arrêter la lobotomie. Ça, c'est quelque chose de radical. C'est aussi de détacher physiquement tous ceux qui sont enchaînés et qui sont, je veux dire, à la fois symboliquement et puis physiquement. Libérer les corps. Absolument les détacher. Mais c'est surtout de mettre une sorte de proposition à travers le jardinage, les faire se réinventer à travers le fait qu'ils puissent à un moment, comme tu dis si bien, se réinventer, travailler par leurs propres mains, peindre, jouer au football. Enfin, il met des tas d'activités à l'hôpital de Blida pour que tout d'un coup, ces malades-là, ce qu'on appelait les fous vulgairement à l'époque, donc c'est des malades et puis des fous, ces malades-là puissent se resocialiser. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait ça aussi à la fois pour, j'ai dit le mot indigénat, pour les malades algériens, mais il fait ça aussi pour les malades français, quoi. Et c'est ça qui m'a plu dans les différents travaux dans lesquels j'ai pu lire, c'est qu'il a qu'une obsession, c'est de travailler avec les deux. Ce qui renvoie à sa conception de l'humanité. Oui, un homme égale un homme, une femme égale une... Voilà. Mais comment dire, c'est ce qu'en fait Tosquelles s'appelle la social thérapie, voilà, ou psychiatrie institutionnelle. Psychothérapie institutionnelle. Voilà, que Fanon va peu à peu mettre en place à Blida. Alors, sa vraie pratique révolutionnaire de la psychiatrie à Blida, c'est la social thérapie. À Tunis, ça sera davantage les hôpitaux de jour. Vous voyez, à ce que les patients puissent circuler librement dans la journée. Quelque chose qu'on pourrait tout de même dire, c'est que le film commence tout de suite à Blida. Dans quel état Fanon arrive quand il est à Blida? C'est un homme blessé. C'est un homme déjà qui a été blessé physiquement. Il a fait la guerre. Extraordinaire, il a été décoré par le général Salan, à l'époque qui était colonel, qui était le futur patron de l'OAS. C'est complètement fou. Et c'est quelqu'un qui a une expérience relativement amère de la médecine. Son premier poste à Pontorson, ça n'a pas été terrible, il y avait une sorte de grisaille ambiante. On lui a tiré les oreilles, parce qu'il commençait la psychiatrie institutionnelle, il a voulu que les patients aille au marché, ce que le directeur à l'époque l'avait refusé. Il y a eu une grève du personnel en sa faveur. Donc il n'a pas connu une sorte de racisme au sein de l'hôpital, mais une sorte de grisaille institutionnelle qui l'a profondément déçu. Oui, mais il a connu aussi le racisme en France métropolitaine. Absolument, absolument. Je parle juste de son expérience en tant que médecin à l'hôpital de Pontorson, et il a une expérience aussi relativement amère de la médecine quand il est retourné à Fort-de-France, voilà, où il a ouvert un petit cabinet de médecine générale, et où il s'est dit, c'est aussi pour ça qu'il a mis les bouts, il s'est dit, la Martinique, c'est mort, c'est pas là-bas que ça va se passer. Voilà. Et boum, il veut quitter la France, et paf, on l'envoie... Mais cette bascule, elle est super forte dans le film, je trouve. C'est vraiment ce qui m'a interpellé, moi, après la vision du film, c'est... vraiment, nous, on n'est peut-être pas allé autant là-dedans, dans une espèce d'état des lieux de ce qu'était la psychiatrie... avec les patients à l'abandon, en fait. À l'école d'Alger, voilà, c'est ça. Et ça m'a vraiment marqué... principalement. Le travail sur les colonisés. Oui. Je suis convaincu, en tout cas, que dans ce qu'on a essayé de faire à travers le film, c'est aussi de mettre en image des choses qui étaient très fortes visuellement. Et c'est vrai que quand je pense à tout ce qu'on aurait pu faire, je me dis non, il a fait faire des choix qui étaient marquants et puis surtout qui étaient dans la responsabilité de ne pas trahir la parole de Fanon. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on parle de Fanon, on met toujours en avant le littéraire, celui qui a écrit Ponon Mascoban. Et parfois, le côté psychiatre, mais de psychiatrie, est mis de côté. Alors qu'il a révolutionné la psychiatrie. Voilà. Mais surtout qu'il a politisé la psychiatrie et qu'il il a médicalisé la politique. Et ce que Jean Calfa, qui est un éminent spécialiste de Fanon, appelle la théorie du choc, c'est précisément ça. Et c'est à Blida
que ça a lieu. Donc le choix de Blida est formidable. La période Blida est littéralement extraordinaire. Mais oui, parce qu'il peut investir tout ce que lui a pu vivre, tout ce dont il a pu souffrir en qualité de jeune homme qui a connu des humiliations à plein de Parce qu'Abdillah, il arrive en tant que chef médecin psychiatre, chef de la section psychiatrie de avec un vrai titre et puis avec une vraie responsabilité. C'est-à-dire qu'il est vraiment maître à bord et puis il peut mettre en action concrètement tout ce qu'il a envie, même s'il y a des sciences autour. Hein. Oui, absolument. Alors, c'est une aventure scientifique. Alors, Jacques Azoulay apparaît dans le film. Ils vont faire des très très belles études d'ethnopsychiatrie sur la question de l'impuissance, par exemple. Voilà, des choses absolument passionnantes. Et autre chose, c'est qu'avec un monsieur qui s'appelle Sourdoire, Fanon, à la fin de son passage à Blida, va découvrir de manière très fine la pharmacologie et le début des neuroleptiques. D'accord. Ça, c'est très très intéressant. Il va aussi pratiquer des cures qui sont extrêmement spectaculaires, notamment la cure de Sakel. La cure de Sakel, c'est quoi? On vous injecte de l'insuline, on tombe dans une sorte de coma hypoglycémique, on vous ranime avec du glucose et on vous materne. Ce qui va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, toujours cette idée universelle d'une capacité de reconstruction individuelle du sujet. Donc il a fait des trucs comme ça qui sont étonnants. L'hypnose, la narcothérapie, c'est-à-dire délasser les fonctions cérébrales. Et tout ça en moins de 4 ans. Oui. C'est une aventure, comment dire, politique et science sont indissociables. Hein. Et c'est ça qui est extraordinaire en fait. Hein. Voilà. Alors justement, là, quand on en parle, on voit que Fanon est un personnage extraordinaire, comme vous l'avez dit. Et est-ce que c'est difficile, vous qui avez réalisé un film et vous qui êtes l'auteur d'une bande dessinée sur Frantz Fanon, de faire la promotion de Frantz Fanon dans les médias, dans le domaine de la culture? C'est un périphérique complexe. Voilà, c'est un périphérique. Et je pense qu'il y a eu aussi des stratégies pour éloigner de l'histoire, quoi, le faire un peu oublier. Et c'est pas c'est volontaire, quoi. Oui, c'est la question. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté des institutions françaises moi, je le pense, de ne pas ériger Fanon en figure vu tout ce qui m'était la rue Fanon à Bordeaux, qui a été, le projet a été, dans mon souvenir. Est-ce que c'est pas une peur? Est-ce que c'est pas une peur aussi de fantasme? Parce que il fait peur, Fanon. Oui, très juste. C'est ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnages qui sont pas réellement dangereux, et puis finalement on crée autour d'un fantasme et puis on dit voilà, on va capitaliser toutes les peurs qu'on a et puis c'est lui. Et quand on étudie Fanon, quand on traite autour de Fanon, au contraire c'est un humaniste, c'est quelqu'un qui pourrait apporter tellement d'autres choses que de la phobie de ceux qui sont en réaction. C'est un humaniste, c'est incontestable. Mais moi je trouve qu'il y a un réel décalage. Un vrai humaniste, et en fait on le tire du côté de la mythologie du révolutionnaire sanguinaire. La mythologie qui fait l'apologie de la violence. Et est-ce que ça n'y est pas pour quelque chose aussi? Bien sûr que si. Là-dessus, Ali Cherki, donc dans la préface qu'elle a fait des Damnés de la Terre en 2001, justement, prend la parole là-dessus et prend la défense de Fanon en disant il ne dit pas qu'il faut utiliser la violence, il justifie les comportements en fait décolonisés violents vis-à-vis des comportements violents des colons. Bien sûr. Total. Elle évoque. Et elle en veut un peu à Jean-Paul Sartre d'ailleurs. Elle en veut à Sartre, voilà, la préface, on en parlera. Et puis Ali Cherki, évidemment, était l'interne de Fanon à Blida. Donc la question de la violence psychique et de la stagnation de la violence, qui n'a pas d'issue, parce que, on ne donne pas la possibilité d'expression aux personnes. En quelque sorte, c'est le silence qui domine. Fanon, d'une certaine manière, c'est un mec aussi, quand on ne lui a pas dit non, on ne lui a pas répondu. Il a écrit 3 pièces de théâtre, il les a envoyées à Jean-Louis Barrault, célèbre metteur en scène à l'époque, il lui a pas répondu. C'est un auteur dramatique, Fanon. Un auteur dramatique qui n'a pas pu mettre, à 49-50, qui n'a pas pu mettre son théâtre en route, et qui, à sa manière, il a une manière dramatique d'écrire aussi. En dictant, on le voit, il marche, il gigote. Marie-Jeanne Manuelan nous a beaucoup expliqué ça. Non, je voulais juste ajouter que moi, lorsque j'ai fait les premières recherches au tout début du projet de la bande dessinée, tout ce que je retrouvais, toutes les évocations que je trouvais sur Fanon, ça venait du monde anglo-saxon. Tandis qu'en France, il y avait très peu dans les médias français, ou très peu d'évocations de Frantz Fanon. Et c'est pour ça que j'en ai conclu un peu qu'il y avait aussi peut-être des stratégies du fait de sa proximité avec le FLN, ou que la France avait du mal à aborder, en tout cas, les textes de Fanon, et de lui donner sa légitimité. Sa légitimité, son importance. Son importance qui est très grande. Et je vous dis, moi, pour des jeunes lycéens, ça serait... peut-être que certains professeurs le donnent des pages de peau noir masque blanc, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, comprendre les choses aujourd'hui. Puis la France... On l'étudie pas, peau noir masque blanc. On l'étudie pas. Voilà. Non, mais il y a une chose qui est drôle, et aussi pour nous, c'est que moi j'ai évolué dans un milieu où c'était beaucoup plus facile de connaître le parcours de
de Martin Luther King, de Malcolm X, et Fanon qui est plutôt de C'est mes origines. Non, mais c'est ce que j'avais. Non, mais bien sûr. J'avais cette question. C'est vrai que on parle tout le temps de Martin Luther King. Ouais, on n'a et pas puis de qu'ils sont problème loin de de nous. parler de Non, Malcolm X. mais quand je vous écoute, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce que c'était plus facile de savoir qui, même qui ont eu des parcours aussi durs que Fanon, hein. Quand on parle de Malcolm X, c'est pas à attendre. C'est quelqu'un qui avait des idées très radicales. Donc, on aurait pu aussi l'interdire, l'occulter, faire en sorte que ça arrive pas sur des jeunes de banlieue, que ce soit pas devenu une icône, un peu pop parfois, ça je suis certain. Mais il aurait pu avoir le destin en France que Malcolm. Mais au contraire, on a laissé entrer cette iconographie, on en a fait une sorte de popularisation, d'icône de révolution, mais qui était loin, donc qui était inoffensif presque. C'était aussi une façon de nous neutraliser et d'aimer quelqu'un qui n'avait pas d'action forte. Et que quand tu tombes sur Fanon, tu te rends compte que c'est un Big Bang pour chacun d'entre nous. Et c'est là où je me dis, oui, effectivement, il n'y a pas de naïveté. C'était vraiment une façon de l'ostraciser pour qu'on puisse nous regarder ailleurs, pendant que là, on avait de quoi se satisfaire. Oui, c'était une manière de étudier. dire ça se passe aux États-Unis, mais ça se passe pas en France. Et c'est encore partout pareil. Enfin, c'est souvent la même rhétorique, quoi. C'est qu'on préfère que vous aimez quelqu'un de là-bas et vous épousez la cause de ceux qui sont là-bas, mais quand c'est une cause qui peut être nocif à l'intérieur même du pays dans lequel vous vivez, non, c'est neutralisé, c'est pas bon pour vous, et puis on fait tout pour vous cadasser, quoi. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si Frantz Fanon était toujours vivant, est-ce qu'il aurait une place importante aujourd'hui dans notre société française, ou est-ce qu'il gênerait encore? C'est difficile à dire. Ils gêneraient comme des gens gênent, voilà. Mais j'ai anticipé en fait un petit peu cette question. Je me disais, surtout, je pense qu'il serait effrayé par la désintégration de l'idée d'universalisme et de l'idée de la valeur humaine, hein. Cette dégradation, hein, de la valeur humaine. Et ça, c'est le premier Fanon, hein, qui cherche tout simplement à être un homme sans assignation. Non, moi, j'arrive pas à répondre à cette question-là parce que j'ai souvent du mal à me projeter dans quelque chose qui serait. On le connaît à une époque. Il est mort très jeune, hein, C'est ça, absolument, à 36. C'est-à-dire je le mets très bien à son époque. Donc, il est en action dans son époque. Et je pense que dans notre époque, c'est pas à Fanon, mais c'est à nous. Tu sais, c'est comme si on demandait à quelqu'un qui a vécu qu'un parcours et qui a très bien saisi son temps de retrouver quelque chose qui serait complètement manipulé aujourd'hui. Et je pense que non, lui il était là à cette époque-là, et puis c'est à nous tous ceux qui sont dans sa parole, dans son action, de dire, ben voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas porter cette parole-là et avoir l'action de défaire, redéfaire, quoi. Donc c'est plutôt pas à lui, mais c'est à nous de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pensée, cette action aujourd'hui. Mais il y a une part fanonienne du monde, tout simplement, qu'on peut, en vivant, sans être en soi fanonien, voilà, ça veut dire, sans idéologie, dans des choses qu'on vit, dont on se rend compte. Je vais vous donner une anecdote. J'étais, voilà, il y a quelques temps, je regardais un match de foot là au bistrot chez un copain là, voilà, qui a un bistrot, un copain Kabyle, et un jeune médecin. Mon ami lui dit, bah tiens, Frédéric, il a écrit une BD, voilà, sur Fanon. Je commence à bavarder. Un médecin de très très haut niveau, cancérologue. On passe la soirée ensemble. Et à la fin de la soirée, il me dit, écoute, je suis très heureux d'avoir parlé avec toi. Je lui dis, bah pourquoi tu me dis ça? Donc il est cancérologue au sud de Paris dans un hôpital. Il me dit, ça fait 8 ans que je n'ai pas eu une conversation avec un Français. C'est effrayant. Fou. C'est vertigineux. Vertigineux. Voilà. Fanon, pour moi, c'est ça. C'est quand, voilà. Ça, c'est vraiment des choses très, très concrètes. Il a parlé, parce que lui appelle un Français depuis 8 ans alors qu'il soigne les gens. C'est fou. Ouais, je comprends. Oui, c'est effrayant. Les écrits de Fanon résonnent encore aujourd'hui dans notre société, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Justement, on va terminer là-dessus, parce que, aussi bien dans votre film que dans votre bande dessinée, vous terminez sur l'œuvre de sa vie, Les Damnés de la Terre. Qu'est-ce que ça représente, Les Damnés de la Terre, aussi bien pour vous, et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aussi de ce livre? Pour moi, l'histoire de ce film, c'est vraiment le début et la fin de l'écriture. C'est vraiment l'œuvre la plus prophétique, au sens propre, la plus marquante de chez Fanon, mais c'est aussi celle qui permet à chacun d'entre nous de comprendre comment le système, parce que pendant très longtemps, quand on parlait de racisme systémique, on ne savait pas de quoi on parlait. On disait, mais non, c'est pas possible. Aujourd'hui, en 2025, on peut dire que le racisme est systémique. Par ce qui se passe aujourd'hui. Mais avant, il y avait un flottement des non, mais c'est pas vrai, le citoyen peut l'être sans que le système y ait induit. Et quand moi je disais Fanon, je comprenais très bien que la discrimination n'est pas quelque chose qui est né dans notre corpus. C'est quelque chose qui est né de l'éducation dans laquelle nous avons reçu pour discriminer une population qu'on dit inférieure pour tout ce que je dis tout à l'heure. Et l'œuvre Le Damnés de la Terre, pour moi, c'est vraiment l'outil pédagogique, mais vraiment l'outil pédagogique qui permet à tout un chacun d'avoir une réflexion sur son propre parcours, quoi, et de voir comment intentiomètre si réellement on est du bon côté. Ben, Les Damnés de la Terre, déjà, c'est un livre évidemment extraordinaire à maints égards. Tout d'abord, la préface. Faut qu'on en parle. Alors, la préface de Sartre, elle est très forte.
Ouais. Le problème, c'est qu'elle fonctionne sur le mode du malentendu, puisque lui, il s'adresse à la bourgeoisie, en gros, à la bourgeoisie de gauche, en France. Voilà. Fanon est dans une ambition pan-africaine. Les damnés de la Terre, le premier titre, c'est Alger, le Cap. Faut pas l'oublier. Les damnés de la Terre, c'est extraordinaire, c'est le titre d'un... En fait, c'est pris dans un poème qui s'appelle Sale Nègre, de Jacques Roumain, qui est un poète haïtien. Voilà. Les damnés de la Terre, c'est l'explosion, hein, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a aussi des erreurs, ou un schématisme idéologique aussi chez Fanon. Mais c'est comme ça, hein, et voilà. Et puis en même temps des fulgurances, voilà, des thèmes extrêmement forts. Et puis cette prose martelée, voilà, incandescente, voilà. C'est l'explosion, c'est l'aboutissement d'un processus. Hein. Je dirais que c'est le moment où la contradiction, voilà, éclate, hein, quelque chose comme ça. Quand je vous entends parler, je me demande, est-ce que c'est pas un livre qui, en tout cas pour moi ça a été ça, qui nous révèle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois il y a un objet, une musique, un livre qui nous permet de se révéler soi-même. Et moi, à travers ce film-là, j'ai pu m'accomplir parce qu'il y avait les Damnés de la Terre. Si j'aurais pris un autre sujet, je suis pas sûr que je serais arrivé à ce niveau d'exigence avec, tu vois ce que je veux dire, avec ce que j'ai fait. Et je pense que c'est les Damnés de la Terre, ce qu'il y avait dedans, qui m'ont permis de me sublimer, d'aller chercher quelque chose que j'aurais pas pu atteindre à travers mon propre cinéma. Et quand j'ai regardé cette BD, je me suis demandé aussi, est-ce que vous avez été sublimé par le parcours de Fanon pour sortir une œuvre pareille? Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui nous pousse à sortir de nos limites, de casser le plafond de verre et puis de... C'est sûr, parce qu'il y a au-delà de sa pensée, au-delà de son œuvre, de son parcours, il y a quand même quelque chose de méga impressionnant quand même dans cette vie. C'est presque y aller là-dedans. Irréel, quoi, d'avoir si peu de temps. Mais d'ailleurs, on sent que c'est même. Il est dans l'urgence. Ouais, c'est ça. Voilà, il est dans l'urgence. Il est tout le temps. Voilà, les Damnés de la Terre, c'est aussi cette urgence ultime. Une profusion comme ça permanente qu'on retrouve aussi également dans ton film. Hein, on a rencontré pas mal de gens et puis on a eu ce moment très très fort, hein, et très émouvant pour nous, qui a été de travailler avec Marie-Jeanne Manuelan, hein, qui a tapé en fait les Damnés de la Terre. Donc, qui a travaillé directement avec Fanon. Donc, on a eu évidemment des... Qui a écrit sous les écrits de Fanon, quoi. Elle a écrit sous la dictée de Fanon. C'est un livre formidable. Ouais. On le voit vraiment dans son côté performeur. Ouais. Voilà, elle dit, il écrit, il parle ses livres. Voilà, je reprends son expression. Et elle dit, chaque matin, c'était une cérémonie. Ouais. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. J'ajoute, elle est décédée juste avant la sortie du livre. Donc, ça a été un gros coup dur, le fait de sa disparition, qu'elle n'ait pas pu voir, justement, le résultat imprimé. Voilà, mais il faut bien sûr lire Fanon, essayer de le comprendre, et essayer aussi de l'analyser, et puis de sortir des clichés. Hein, voilà. Hein. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir cette discussion avec nous sur Blast. Et je rappelle votre film Fanon actuellement au cinéma, et quant à vous, votre bande dessinée Frantz Fanon aux éditions La Découverte.